Oui, Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Oui, je suis un peu surpris de découvrir cette mesure-là, comme quoi on va supprimer une nouvelle taxe, faire un nouveau cadeau aux grosses entreprises, donc aux entreprises qui ont plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, dans le même jour où une information paraît dans Le Monde quand même, qui doit nous alerter. C'est l'économiste Gabriel Zucman qui nous avertit que la flat tax, donc qui vient d'être votée la semaine dernière, va avoir des conséquences budgétaires vraisemblablement désastreuses et pourrait se révéler, je le cite, à peu près 10 fois plus coûteuse. Le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, mesure phare du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, va coûter beaucoup plus d'argent à Bercy que le 1,5 milliard d'euros budgétisé, sans doute de l'ordre de 10 fois plus. Cette faille remet fondamentalement en cause l'équilibre comptable du projet de loi de finances et fait basculer une réforme fiscale déjà injuste vers l'iniquité la plus totale. Quand dans le même temps, on a la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, cette flat tax, le crédit impôt compétitivité emploi qui ne sera pas remis en cause, on le verra ultérieurement, malgré les alertes et malgré les différents rapports, je pense qu'opérer un nouveau cadeau supplémentaire aux entreprises qui font le plus de chiffre d'affaires et en plus au détriment des plus petites apparaît pour le moins peu judicieux. C'est vraiment là, y compris au sein du monde des entreprises, c'est vraiment une mesure qui relève du Robin des Bois à l'envers. Monsieur Bernalicis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais poursuivre l'interpellation de mon collègue Ruffin. On est là sur un exercice avec cet article où on révise les prévisions qui avaient été faites initialement. Finalement, un exercice de sincérité, de sorte à ce que nos trajectoires de finances publiques sur le PLF et sur le PLFSS soient cohérentes avec ce qu'on va devoir exécuter durant l'année. Ça me semble assez important. Et qu'en est-il de notre sincérité quand on apprend par voie de presse que plusieurs milliards risquent de manquer dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le projet de loi de finances tout court? Peut-être auriez-vous un démenti à apporter, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics ou Madame la ministre de la Santé. En tout cas, cela nous laisse pensifs. Un peu sur le même esprit finalement de la réforme de l'IFI, où on nous apprend ici ou là que les banquiers conseillent à leurs clients qui étaient anciennement sous le statut de l'ISF de monter des SCI pour se soustraire à l'impôt. On voit bien ici qu'avec cette soustraction à l'impôt par le biais des dividendes profités de la flat tax, on risque d'avoir au moins 10 milliards de recettes fiscales en moins. Alors qu'en est-il de cet exercice que l'on fait dans cet hémicycle, si la sincérité n'est même plus au rendez-vous, si la sincérité qui sont quand même dans nos lois organiques, que l'on doit s'imposer, et vous nous avez quand même, Monsieur le ministre Darmanin, rebattu les oreilles à de nombreuses reprises sur l'insincérité du gouvernement précédent, pointée par la Cour des comptes. Il serait dommage que dans un an, nous ayons un nouveau rapport de la Cour des comptes qui pointe une insincérité flagrante. Voilà à quoi riment nos débats quand il risque d'y avoir plusieurs milliards en moins dans ce budget. Merci. La parole est à Monsieur Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Je vais réitérer ma question, puisque là, on est toujours sur un exercice de sincérité. Monsieur le ministre, Monsieur Darmanin, vous nous avez habitués jusqu'à présent à avoir des réponses bien plus au tac au tac par votre maîtrise de la matière budgétaire. Qu'en est-il? Est-ce que, dans l'exemple de Monsieur Zucman, le Marcel en question, qu'il s'agit de Marcel qui optimise ses impôts en se payant finalement plutôt en dividendes qu'en salaire, est-ce que cela aura pour conséquence un trou imprévu dans votre budget sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous intéresse aujourd'hui? Je pense qu'il serait bien de nous apporter cet élément de réponse. Nous sommes la représentation nationale, nous avons besoin d'avoir d'éléments sincères, honnêtes, que nous pouvons évaluer afin de pouvoir nous prononcer en connaissance de cause sur ce budget. Sinon, tout ce dont on parle ici ne vaut rien, absolument rien. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de nous éclairer sur cette situation. C'est un fait assez important. On parle de plusieurs milliards, pas de quelques millions, de plusieurs milliards. Si les plusieurs milliards ne veulent plus rien dire, alors à quoi bon continuer cette discussion? Monsieur Ruffin, c'est sur ces amendements que vous souhaitiez intervenir? Oui. Monsieur Bachelier nous dit que le groupe En Marche va voter à l'unanimité. Je tiens à rappeler qu'ici, chaque vote individuellement en son âme et conscience. Et donc, vous ne pouvez pas venir dire
que vous allez voter à l'unanimité. C'est chacun d'entre vous, en votre âme et conscience, qui allez décider si oui ou non on limite la casse du côté de la CSG. Et moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à y réfléchir, je le redis, en votre âme et conscience, pour voir s'il y a là de la justice. Monsieur Darmanin parlait tout à l'heure de la justice parmi les retraités. Est-ce qu'il s'agit là d'une mesure de justice? Et monsieur Bachelier disait qu'il s'agissait de maintenir l'équilibre financier. C'est toujours placer la logique dans le même sens. Vous seriez les gens responsables et nous serions les gens irresponsables. S'il vous plaît. Quand dans le même temps, je le rappelle, il y a cet article paru aujourd'hui dans Le Monde, auquel M. Darmanin refuse toujours de répondre, qui nous informe que la flat tax va vraisemblablement coûter 10 fois plus que prévu. Peut-être qu'elle franchira la barre des 10 milliards d'euros. Eh bien, sur ce point-là, vous pouvez encore faire machine arrière aussi. Vous pouvez revenir sur cet équilibre flat tax. Parce que là, qui souhaite prendre des mesures responsables, c'est pas de votre côté. Les mesures responsables, elles sont de notre côté. C'est nous qui ne souhaitons pas gager de l'argent, d'une dizaine de milliards d'euros, à l'aveugle, par exemple, sur la flat tax. Et de la même manière, on va avoir examiné le crédit impôt compétitivité emploi. Il y a à nouveau 24 milliards d'euros à récupérer là-dessus. Donc de l'argent, il y en a. L'équilibre financier, on peut le construire de notre côté. Monsieur Bernalicis, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, j'ai dû m'absenter pour aller en commission élargie de la commission des lois et des finances. Et j'espère que Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics a eu un peu le temps de la réflexion, du coup, pour peaufiner son argumentaire afin de nous donner une réponse quant aux 10 milliards qu'il risque de manquer dans ce PLFSS suite à ce que nous avons appris dans cet article du Monde, dans cette tribune de Gabriel Zucman, de cet économiste. Parce qu'à quoi bon discuter de quelques millions par-ci, par-là, si on finit avec un trou de 10 milliards. Alors, je veux éviter à cette Assemblée des rappels au règlement à ce sens, qui serait quand même dommageable, et ce serait bien qu'on puisse entendre le ministre sur ce sujet, surtout qu'on est sur cet article 7, sur le cœur de cette loi, mais je ne doute pas qu'il a eu le temps, avec ses équipes, de trouver des solutions à ce problème. Merci. Monsieur Bernalicis, si vous voulez prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Je profite de cet amendement rédactionnel pour reposer pour la énième, je n'ai pas compté jusqu'au bout, ma question à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Monsieur Darmanin, car nous discutons, nous bavassons tous ensemble à des heures tardives, alors qu'il y a potentiellement 10 milliards de trous dans la caisse. 10 milliards de trous dans la caisse. Alors on peut me dire 10 milliards, c'est pas grand-chose au vu du budget de la sécurité sociale. C'est pas faux, mais 10 milliards quand même, tout de même. Ça fait quand même beaucoup de zéros, Monsieur le ministre. J'étais habitué à des réponses, notamment lors des questions orales au gouvernement. Peut-être faudra-t-il en passer par là pour daigner arracher quelques mots au ministre de l'Action et des Comptes Publics sur ces 10 milliards qu'il manque. Il semble complètement indifférent à ce dont je suis en train de raconter. C'est le mépris traditionnel dont nous sommes affublés dans cet hémicycle pour des questions qui représentent des enjeux financiers colossaux. Mais peut-être nous expliquera-t-il que M. Gabriel Zucman n'a pas finalement ment dans ce journal, cette presse qui est Le Monde finalement, ce journal qui n'a peut-être aucune valeur. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais je suis sûr que M. Darmanin, au bout de la peut-être 17e question que je lui poserai à l'identique, daignera apporter des éléments de réponse à cet hémicycle. Une prise de parole. Monsieur Ruffin, vous souhaitiez prendre la parole. Non, mais je vais venir en renfort à mon camarade Bernalicis. Mais qu'il y ait un silence du ministre, c'est une chose. Mais je dirais que c'est toute cette Assemblée qui est maintenant interrogée sur le fait que le titre, je vous rappelle le titre, la flat tax est une bombe à retardement pour les finances publiques. Il y a vraisemblablement un fossé de 10 milliards d'euros entre l'évaluation qui nous est proposée et ce qui pourrait entrer dans la réalité. Je pense que ces 10 milliards-là, c'est chacun d'entre vous
qui est interrogé sur la sincérité des comptes, sur l'équilibre financier. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, en votre âme et conscience, est-ce qu'il est raisonnable de faire ce pari, puisque c'est un pari qui est fait, que ça reportera derrière, mais aussi, est-ce qu'il est raisonnable de faire ce pari que ça ne coûtera pas les 10 milliards que nous annonce M. Zuckman? Monsieur Bernalicis. Merci Madame la Présidente. La loi organique numéro 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale indique dans son article 1er qu'elle détermine pour l'année à venir de manière sincère les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Est-il prévisible un trou de 10 milliards dans les caisses de ce pays du fait de l'imposition à 30%, dit flat tax ou prélèvement forfaitaire unique? Je demande si nous sommes en train de contrevenir à cette loi organique sur le financement de la sécurité sociale de 2005. Et j'aimerais avoir une réponse, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Oui, Monsieur Ruffin. Rappel au règlement, au nom de l'article 58 alinéa 1, nous demandons une suspension de séance pour permettre au ministre d'aller nous chercher une réponse sur ce qui va devenir des 10 milliards sur la flat tax. Non, Monsieur Ruffin, ce n'est pas vous qui avez la délégation. Monsieur le ministre demande la parole. Donc, Autant la liberté du parlementaire est complète, autant l'injonction aux membres du gouvernement est impossible. C'est le principe même des institutions de la Ve République. Donc on peut faire tous les débats que vous souhaitez. Moi, ce que je vous propose, pour pas que vous soyez frustrés, je ne savais pas que Le Monde était votre Bible à la France Insoumise, mais finalement, toutes les révolutions sont bourgeoises, vous avez raison. Je propose qu'à la fin du débat qui concerne l'Assemblée et pour lequel tout le monde a beaucoup travaillé, me semble-t-il, qui est la CSG et le PLFSS, que je puisse répondre à votre question. Mais parce que vous n'étiez peut-être pas là au PLF sur ces questions qui nous concernaient, vous essayez de vous rattraper. J'y répondrai donc à la fin de la séance, si Madame la Présidente souhaite me donner la parole, afin que je réponde à votre question, dont vous verrez, je crois, qu'elle mériterait absolument pas la répétition de la bêtise que vous avez dite plusieurs fois. non. La majorité étant 83 pour, 120 contre, 45. Donc l'Assemblée nationale a adopté cet article 7. Je donne la parole à Monsieur le ministre. Bien, merci Madame la Présidente. Avec Agnès Buzyn, nous voudrions vous remercier toutes et tous, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, pour cette longue journée, mais intéressante, sur un article qui a vécu, je crois, plus de 110 amendements, et qui était attendu parce qu'il était aussi très politique, vous l'avez souligné, dire à monsieur le député que l'article du Monde que vous citez prévoit une optimisation extrêmement vulgarisée, puisqu'il conviendrait de penser que pour les salariés actionnaires, les personnes ne se verseraient plus de salaire, profitant ainsi d'une fiscalité qui serait propre au PFU, en imaginant qu'il n'aurait que ces sujets de rémunération, pour se verser en dividendes. En imaginant que cela puisse arriver, que quelqu'un ait cette idée dans une entreprise française, il est absolument évident que devant ce genre de manifestation pour un salarié actionnaire, vous conviendrez que ça n'arrive pas à l'intégralité des salariés ou des actionnaires français, que le contrôle fiscal serait évidemment dur pour la personne et pour l'entreprise, puisque c'est un cas extrêmement clair d'optimisation fiscale caractérisée. Donc il s'agissait d'une tribune d'un professeur à Berkeley. Cette personne, ce n'est pas un journaliste, cette tribune, elle se regarde, elle s'écoute. J'entends que vous puissiez solliciter les avis de la commission. Je pense que c'était plus en commission des finances qu'une question pareille devait se poser que dans le cadre de nos débats parlementaires. Vous avez la liberté de poser des questions quand vous le souhaitez. J'ai la liberté, comme dirait l'autre, d'apporter mes réponses quand je le veux. Je vous ai ainsi répondu. Oui, non, c'est... Oui. Je pensais plus à Thierry Leluron qui le caricaturait, puisque de temps en temps, quelques communistes me font plus penser à Thierry Leluron qu'à Georges Marchais, mais voilà. Mais je voudrais dire à monsieur le député que ce cas, s'il devait se produire, engendrerait immédiatement un contrôle de l'administration fiscale, et évidemment, je serai là pour vous donner toutes ces réponses, et n'atteint absolument pas les chiffres faramineux que vous évoquez.
comment cette flat tax, en fait, qui devait coûter à la base 1,4 milliard d'euros, elle va se transformer en 10, 15, 20 milliards d'euros. Donc ça, c'est très très complexe. Et si tu pouvais un petit peu réexpliquer pourquoi ça va prendre des proportions gigantesques comme ça. Pourquoi ? Parce que ça va concerner l'essentiel de ce qui forme le revenu des catégories aisées. Parce que toi et moi, on gagne que du salaire. Bon, mais plus tu montes dans la hiérarchie des revenus, plus la part des revenus du capital est important. Donc, intérêt, dividendes, plus ce qu'ils appellent les revenus exceptionnels, c'est-à-dire quand ils vendent les actions et qu'ils font une plus-value dessus, quoi. Bon, ça, c'est quasiment les 2/3 du revenu des plus riches. Les plus riches, c'est-à-dire des 1000 personnes les plus riches du pays, et même plus des 2/3 d'ailleurs. Et si tu me permets, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme ça devient plus intéressant, les plus riches qui se payaient en partie, soit en salaire, soit en honoraire, vont transférer sur les dividendes. C'est le fameux effet d'aubaine. C'est le fameux effet d'aubaine. D'accord, ok. D'accord. Moi, j'étais chef d'entreprise il y a quelques années, il y a encore peu de temps. Bon, alors, les PME, TPE se payent très très peu en dividendes en réalité, parce que c'est capté. Mais à un moment donné, tu as toujours la réflexion à savoir comment tu te payes. Est-ce que tu te payes en honoraire, tu te payes en dividendes? Si tous les dividendes, et notamment là pour les plus riches qui sont concernés par le plafond des 30%, sont beaucoup plus intéressants, tu vas avoir un effet d'aubaine. Les gens ne paieront plus tous les mois en honoraires hautes, et ils se paieront en dividendes à la fin de l'année. Parce que c'est défiscalisé. Parce que c'est plafonné à 30%. Logique, hein. Oui, si par exemple tu gagnais 400 SMIC de salaire. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est ce que gagne un PDG d'une grosse boîte. Si il est actionnaire de sa boîte, dans ce cas-là, il préférera se faire payer sous forme de dividendes. Et donc, comme il y a une marge d'appréciation dans l'estimation de ça, ils ont pris la fourchette basse. Et la fourchette basse, et en plus, ils l'ont minimisée, mais tout le monde sait que ça va coûter extrêmement cher. Et alors, pour la petite histoire, c'est que Darmanin, on l'interroge depuis 2 jours là-dessus, hein, et on va poser un recours au Conseil constitutionnel vraisemblablement dans les jours à venir. Et quand tu dis à Darmanin, mais vous ne l'avez pas calculé ça, il nous regarde, il dit « Ah oui, mais dans ces cas-là, ça sera une optimisation, donc on pourra y contrecarrer. » Ça veut dire que alors qu'il n'y aura aucune optimisation, ça sera légal. C'est-à-dire que là, je crois qu'on a levé un lièvre dans cette histoire, hein, parce que les 1,5 se calculent sur les dividendes actuels, et non pas celles qu'ils pourraient générer. Alors, justement, tu parlais de ce budget insincère, qui risque d'être insincère. Est-ce qu'il y a des chances pour que le Conseil constitutionnel y censure toute ou partie de cette loi de finances? Écoute, nous, ce que nous disent nos conseillers, enfin nos juristes, notamment au groupe, c'est qu'ils l'ont rarement fait. Il y a un article 32 de la loi organique qui est très clair là-dessus, qui explique que tu peux attaquer sur l'insincérité d'un budget en termes d'information ou de prévision. Donc là, par exemple, on est pile dedans. On est pile dedans. Mais il y a un autre exemple où on aurait pu attaquer depuis des années, c'est le CICE. Parce que le CICE, c'est un coût de 20 milliards par an, où on nous a dit, je ne sais pas vous rappeler, 1 million d'emplois, disait Gattaz. Hein. Bon. Il avait fait des pins. Voilà, il avait fait des pins. Donc, le CICE prouve année après année que ça rend insincère le budget, puisqu'en réalité, ça ne produit pas des emplois. Donc, ça ne produit pas des cotisations, donc ça ne produit pas de la fiscalisation de gens qui reprennent de l'emploi, etc., etc. Tout le monde comprendra. Donc, quelque part, ça rend totalement insincère le budget. Mais ça a son importance, parce que si on ne se trompe pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux vous annoncer qu'en juillet 2018, là, cette année, on a eu 4,5 milliards de budget rectificatif. D'accord ? Bon, mais là, ça va être pareil en juillet prochain, parce que cet argent va manquer à l'État. Et moi, je vais être insoumis jusqu'au bout. Hein. Je te dirais que le Conseil constitutionnel n'est pas neutre, hein, notamment en matière fiscale. Hein. Tu as des exemples ? La CSG, par exemple. Allez, vas-y. La CSG, si on prend les arguments qui ont été avancés par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a fallu lorsque certains proposaient de la rendre progressive, Jospin avait ce projet-là à la fin des années 90, et on lui avait répondu, le Conseil constitutionnel, que c'était pas constitutionnel parce que la CSG serait un impôt individualisé, enfin est un impôt individualisé, il n'y a pas de quotient familial dessus, alors que l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt par excellence en France, est assujetti à la politique familiale, et que donc on ne pouvait pas avoir 2 assiettes fiscales différentes. Et donc pour cette raison-là, on ne pouvait pas rendre la CSG progressive si on ne familialisait pas le prélèvement, par exemple. Donc ils avaient retoqué le projet. Sauf que dès l'origine, la CSG, c'est un impôt qui n'est pas familialisé.
Donc dans ce cas-là, il n'aurait pas fallu autoriser la création de la CSG. Or, ils l'ont autorisé. Ils l'ont quand même Et pourquoi ils l'ont autorisé? Parce que ça a été une décision politique à l'époque. Donc là, c'est exactement pareil. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sont favorables à la suppression du Conseil constitutionnel. Et de la CSG. Et de la 5e République. Et de la 5e On est plutôt pour la rendre progressive. On est mais bon. plutôt pour la rendre progressive.